Le traitement de l'œdème maculaire diabétique repose à l'heure actuelle largement sur les injections intravitréennes, à la fois d'anti-VEGF et de corticoïdes. La problématique, c'est que ces agents sont d'une part onéreux, d'autre part, il faut les répéter à une fréquence assez élevée et ils peuvent générer des effets secondaires, en particulier pour les corticoïdes, la cataracte ou l'hypertonie oculaire. Le traitement a quelques limites et on voit qu'il est essentiel d'essayer de trouver une alternative afin d'améliorer à la fois le coût, la tolérance de ce traitement et son efficacité. Nous avons remarqué pour les œdèmes maculaires qu'ils proviennent à la fois d'occlusions veineuses ou de la rétinopathie diabétique, qu'il existait des lésions qu'on appelle des macroanévrismes, qui sont des ectasies vasculaires développées aux dépens du réseau capillaire rétinien et qui sont des sortes de microanévrismes géants qui s'hypertrophient et qui sont responsables d'une exsudation. Et on s'est rendu compte que dans les occlusions veineuses rétiniennes et dans l'œdème maculaire diabétique, ils étaient largement présents. Dans le diabète, il y a plus de 30% des gens qui ont des lésions macroanévrismales et c'est encore plus élevé pour les lésions d'occlusion veineuse rétinienne où ça peut monter jusqu'à 60% des cas. Ces macroanévrismes peuvent vraiment, à l'heure actuelle, bénéficier d'une nouvelle technique qu'on appelle la photocoagulation ciblée au laser, guidée par l'angiographie ovaire d'indocyanine. En effet, on a remarqué que lorsque l'on ciblait ces lésions au laser, eh bien, on pouvait, dans une large majorité des cas, résoudre en grande partie l'œdème maculaire, et ce, de manière définitive, puisque l'on détruit la lésion à l'origine de l'œdème. Pour bien traiter les macroanévrismes, il faut d'abord bien les repérer. Et pour cela, la présence des exsudats peut être un bon moyen, c'est-à-dire que les exsudats secs, qu'on observe souvent dans les œdèmes chroniques, sont souvent en forme de couronne, et c'est à l'intérieur de cette couronne qu'on va repérer un ou plusieurs macroanévrismes. Mais ces exsudats n'ont pas toujours cette forme en couronne et l'angiographie ovaire d'indocyanine reste le meilleur moyen de détecter ces macroanévrismes. En l'occurrence, dans ce cas présent, nous avons 4 macroanévrismes que nous pouvons observer. Et vous voyez que le contraste est bien supérieur sur les temps tardifs de l'angiographie ovaire d'indocyanine par rapport à l'image couleur que vous voyez ici ou que par rapport à l'angiographie à la fluorescine que vous avez ici. Et c'est l'OCT qui va être de loin l'examen le plus utile pour orienter précisément le laser et pouvoir aussi, comme on va le voir, définir les critères de succès de la photocoagulation. Voici un cas d'occlusion veineuse dans lequel nous avons également une couronne d'exsudats très importante, et à l'intérieur de celle-ci, l'angiographie à la fluorescine montre une diffusion qu'on peut dire une diffusion diffuse en quelque sorte, qui ne permet pas d'identifier spécifiquement une lésion qui serait responsable de l'œdème. Et là encore, c'est le verre d'indocyanine qui permet d'observer la présence de cette grappe de macroanévrismes sur laquelle le laser va être pratiqué. En effet, l'angiographie à la fluorescine reste moins sensible en raison des diffusions disséminées que l'on observe du colorant, alors que le verre d'indocyanine, qui est plus lié aux protéines et aux lipides, va avoir tendance à rester à l'intérieur du macroanévrisme et sans doute également de sa paroi, et ce, même au temps très tardif de l'angiographie. L'OCT angio, par contre, paraît assez peu intéressante. Vous voyez ici un exemple de rétinopathie diabétique avec un macroanévrisme bien visible au fond d'œil, bien visible également en OCT comme vous voyez ici, mais sur l'OCT angiographie, on n'observe rien malgré une coloration bien nette sur le verre d'indocyanine. Et ceci est sans doute lié au fait que le flux sanguin dans le macroanévrisme est très lent. Or, l'OCT angiographie détecte justement le flux sanguin. Plus le flux sanguin est élevé, meilleure est la chance de détection par l'OCT angiographie. Et donc, ce flux sanguin très faible est en dessous du seuil de détection de l'OCT angiographie dans de nombreux cas, et en particulier dans les cas où les macroanévrismes sont les plus gros. Les macroanévrismes peuvent atteindre une taille assez importante. Vous voyez ici une illustration de macroanévrisme qui fait plusieurs centaines de microns, qui est plus large que les vaisseaux temporaux, comme vous voyez ici. Et elles sont responsables d'une exsudation très importante, comme vous voyez ici, cette couronne d'exsudats qui est centrée par ce macroanévrisme qu'on pourrait qualifier de macroanévrisme géant.
et qui est bien sûr une indication formelle à une photocoagulation ciblée. Je n'insisterai jamais trop sur l'importance de faire des temps tardifs de l'angiographie au vernadocyanine. Vous voyez ici une illustration. Sur les temps intermédiaires, vous avez une coloration non seulement du macroanévrisme, mais également de vaisseaux avoisinants, ce qui ne permet pas d'identifier précisément la cible à traiter. Et dans les temps tardifs, il y a en quelque sorte un nettoyage du fond d'œil et émerge la lésion qui a le plus d'affinité pour l'ICG. Et donc l'ICG permet de faire le tri entre les lésions qui se marquent de façon assez fugace et celles qui sont réellement pathologiques. Et il nous semble que plus un marquage par l'ICG est prolongé dans le temps, plus l'indication thérapeutique est bien établie. Un autre élément technique important est le focus de l'image dans les systèmes par SLO, comme le Spectralis. Vous avez un plan de coupe bien défini qui parfois fait que certains macroanévrismes vont échapper à ce plan de coupe. Vous voyez une illustration ici, un œdème très important avec 2 macroanévrismes. Sur ce plan de coupe ici, vous n'en voyez qu'un, le deuxième étant hors champ. Et c'est en modifiant le focus que ce deuxième macroanévrisme va apparaître. Donc c'est un piège malheureusement assez fréquent. Et il faut faire attention à ne pas rater un macroanévrisme tout simplement pour des raisons assez triviales, comme un focus qui n'est pas adapté. L'OCT a un autre intérêt, non seulement la délimitation de la taille de la lésion, mais également par le mapping, de pouvoir suspecter des zones d'œdème focal qui sont, elles, souvent centrées par un macroanévrisme, comme vous voyez ici. Dans la stratégie thérapeutique, il peut être intéressant de repérer ces zones d'épaississement rétinien afin de faire le tri entre les différentes lésions candidates à une photocoagulation. D'autres éléments également sont importants à rechercher, les drusènes en particulier, il faut également rechercher dans l'autre œil, car comme tout laser maculaire, quel que soit le protocole appliqué, il est formellement contre-indiqué de faire du laser en présence d'un drusène. C'est surtout le cas dans les occlusions de veines rétiniennes dont l'âge s'approche de celui de la DMLA. En pratique, comment se fait le laser? Nous utilisons ici au 15-20 un verre de contact qui est le Centralis Direct, que vous voyez ici, après pleine dilatation pupillaire, et en prenant soin de ne pas déformer le globe, donc en ne créant pas d'astigmatisme. Et il faut également avoir sous la main une impression papier de l'angiographie au vernadocyanine afin de pouvoir repérer au fond d'œil où se situent les lésions. Les paramètres du laser sont les suivants. Tout d'abord, un spot de laser le plus petit possible. Alors, sur la plupart des machines commerciales, le plus petit est 50 microns. Donc, parce qu'il faut concentrer la puissance sur une lésion, sur un spot de taille inférieure à celle du macroanévrisme pour limiter les lésions des tissus avoisinants. La puissance sera entre 100 et 150 000 watts pour commencer, avec une durée d'impact d'environ 0,1 seconde, répétée toutes les 0,1 secondes. Le mode rafale paraît intéressant pour optimiser le pourcentage de succès de la photocoagulation. Donc voici au fond d'œil comment se présente le macroanévrisme sur une image couleur. Donc les macroanévrismes sont souvent très difficiles à détecter au fond d'œil de premier abord. Et c'est pour ça qu'il faut coupler cet examen du fond d'œil à un examen de l'angiographie au vernadocyanine. Et donc ici, j'ai superposé l'image couleur et l'image du vernadocyanine. Et vous voyez que ces lésions qui sont évidentes en angiographie sont difficilement observables en examen direct à la lumière blanche de la lampe à fente. Un élément important est également de ne pas photocoaguler trop près de la fovea, ce qui tombe sous le sens. C'est une façon simple de faire le tri entre les lésions accessibles ou non, et de tracer autour de la fovea l'image du disque optique, ce qui donne, on va dire, la zone de sécurité à partir de laquelle il n'est pas prudent, je crois, de faire du laser en l'absence de système de eye tracking dont nous reparlerons. Et jusqu'où aller pour le laser? Autre question importante. Tout d'abord, à la lampe à fente, il faut observer une modification de l'aspect du macroanévrisme, et pas seulement un blanchiment de la rétine avoisinante, mais une modification de la lumière du macroanévrisme. Le principe général, c'est qu'il vaut mieux sous-traiter que sur-traiter. Une façon élégante de faire une dosimétrie fine, c'est de ramener le patient à l'OCT une fois que la première phase du traitement a été effectuée. Donc vous voyez ici la superposition d'une image faite avant l'OCT, d'une image faite immédiatement après l'OCT. Vous observez une modification
de la réflectance de la lumière qui témoigne du fait qu'il y a eu effectivement un transfert d'énergie vers la lumière. Donc le but n'est pas d'occlure le laser, mais le but c'est de stimuler un phénomène de cicatrisation qui lui va amener à l'occlusion finale du macroanévrisme. Donc d'où l'importance de ne pas surdoser pour économiser autant que faire se peut les photorécepteurs sous-jacents. Les effets du laser ne sont pas immédiats. En règle générale, il faut attendre 2 à 3 mois pour voir et constater une diminution significative de l'épaisseur maculaire en OCT. Dans les semaines suivantes, pour surveiller l'effet du traitement, on a l'habitude de refaire une angiographie au verre d'indocyanine dans les semaines suivantes, plutôt qu'un OCT, parce que l'OCT ne va pas se modifier avant plusieurs mois, en général 2 ou 3 mois, tandis que l'ICG permettra de savoir si la lésion a été effectivement occluse, et si ce n'est pas le cas, on peut être amené à retraiter immédiatement pour ne pas faire perdre de temps aux patients. Dans les bons cas, ça peut donner des résultats comme celui-ci. Voici une patiente diabétique qui avait des exsudas secs disséminés dans l'ensemble du fond d'œil, un énorme œdème maculaire, un décollement séreux rétinien, et vous voyez sur l'angiographie au verre d'indocyanine, plusieurs cibles ont été identifiées. Et 6 mois après le traitement au laser, aucune injection n'a été pratiquée. Vous avez une quasi-nettoyage du fond d'œil, une disparition quasi complète de l'œdème maculaire, et les cibles ne sont plus visibles sur l'angiographie de contrôle. Ici l'exemple d'occlusion veineuse que je vous ai montré tout à l'heure avec la couronne d'exsudat et l'effet 6 mois plus tard avec une disparition de l'œdème, disparition des exsudats secs et une récupération visuelle certes modeste, mais il s'agissait d'un œdème évolutif depuis plusieurs années. Il n'est pas encore très clair s'il vaut mieux faire l'injection avant ou après le laser, ce sera l'objet d'études ultérieures. La combinaison du laser aux injections intravitréennes peut permettre d'affiner les indications de traitement comme vous voyez ici. Alors il s'agissait au départ d'un œdème relativement diffus, et un cycle d'injection intravitréenne a été pratiqué initialement, permettant de restreindre l'œdème dans des zones, on va dire, de résistance aux intravitréennes, qui sont justement les zones présentant des macroanévrismes. Cette technique de laser a toute sa place, notamment en traitement adjuvant avec les injections intravitréennes. Donc l'idée, c'est non pas de se substituer aux injections intravitréennes, mais de venir en complémentarité afin de guérir la maculopathie de manière pérenne, puisque l'on sait qu'après des mois de traitement intravitréen, chez de nombreux patients, malheureusement, on n'obtient pas de guérison. On a tout au plus une rémission, mais il y a des récidives très fréquentes qui nous amènent à réinjecter. Et donc, cette technique, après avoir effectué des injections intravitréennes, ou même parfois en première intention, peut vraiment permettre de traiter la maculopathie de manière assez novatrice. Alors, la place de ces traitements par laser, en adjuvant aux injections intravitréennes, reste à déterminer. Et nous allons mener des études prospectives randomisées qui vont permettre de mieux cerner la stratégie thérapeutique à adopter chez ces patients qui sont atteints d'œdème maculaire sévère avec une menace visuelle importante qui représente une large majorité de la population diabétique ou atteinte d'occlusion veineuse rétinienne. Le traitement des macroanévrismes par laser se fait en consultation chez un patient dont on a dilaté la pupille. Et il sera nécessaire au cours de cette procédure de savoir repérer exactement où se situe le macroanévrisme. Une angiographie ICG sera très pratique pour ce repérage. Sur cet OCT, vous voyez le macroanévrisme et l'œdème maculaire consécutifs à la présence de ce macroanévrisme. Après avoir placé une lentille de contact sur l'œil, le laser est pratiqué sur la lésion identifiée, après une focalisation précise à la surface de celui-ci. Quelques impacts de laser suffisent en général à obtenir le résultat escompté. Avant le laser, on voit bien le macroanévrisme, et immédiatement après le laser, on voit une modification de son aspect qui témoigne du fait que le laser a bien été placé. Et dans les mois suivants, une disparition de l'œdème sera observée. Madame Dupin m'a proposé de faire un laser, ce que j'ai accepté. Elle m'a expliqué que ce n'est pas une indication très habituelle, mais bon, je n'avais pas franchement grand-chose à perdre, donc j'ai accepté de le faire. Et les résultats ont été spectaculaires sur un œil, l'autre beaucoup moins. Mais sur mon œil gauche, j'ai senti une amélioration vraiment notable dès le lendemain. Ce qui m'a beaucoup surprise.
mais je lisais les plaques d'immatriculation des voitures et ça m'avait vraiment, j'avais l'excitation d'un gamin qui commençait à lire parce que c'était quelque chose que je ne faisais plus depuis 2 ans. Je lisais à peu près 10 minutes par jour et j'étais épuisée, que là j'arrive à lire une bonne heure d'affilée. Au niveau de mon exercice professionnel, je travaille aussi sur écran et c'est pareil, j'ai moins les yeux qui larmoient en permanence, donc je suis beaucoup moins fatiguée. La technologie de laser ciblé peut-être faite avec les instruments actuels, donc avec le Spectralis essentiellement et le laser, la plupart des lasers commercialement disponibles. Néanmoins, il nous semble qu'à l'avenir, on devrait pouvoir améliorer encore la simplicité et la sécurité du geste. Plusieurs possibilités s'offrent à nous. La première étant l'utilisation d'un laser jaune qui semble mieux absorbé par l'hémoglobine. Une autre possibilité intéressante est de recourir à la chirurgie dans le cadre des macroanévrismes résistants, en particulier les très gros macroanévrismes qui paradoxalement sont parfois plus difficiles à traiter. Il est proposé sur le marché un laser qui s'appelle le Navilas, qui est couplé à un système de poursuite oculaire qui permet donc de sécuriser l'application du laser. Mais ce laser présente parmi d'autres inconvénients, celui d'utiliser une lumière infrarouge, ce qui ne facilite pas la dosimétrie du laser pendant que celui-ci est pratiqué. Or, nous avons vu que cette dosimétrie est très importante pour éviter donc un surdosage au niveau de l'épiderme pigmentaire. Il serait très intéressant d'avoir un système de laser couplé à une OCT pour permettre non seulement de mieux repérer la lésion, mais également de faciliter encore une fois cette dosimétrie. Et de façon plus théorique, on peut imaginer qu'une photothérapie dynamique puisse être utile. Alors je terminerai en montrant un exemple de développement technologique en cours avec des physiciens de l'ONERA, consistant à faire un système pour lequel le laser serait appliqué par optique adaptative, permettant donc une restriction de la cible sur un diamètre bien plus fin, et ainsi qu'un OCT qui permettra de faire une dosimétrie optimale.